Aujourd'hui, choisir un restaurant est presque un réflexe. Un menu varié, une ambiance, un chef. Mais si je vous disais que l'histoire même du restaurant tel que nous la connaissons est une invention relativement récente. Avant cela, le monde mangeait bien sûr, mais d'une manière radicalement différente. L'histoire du restaurant n'est pas seulement celle de la gastronomie, c'est celle de nos sociétés, de nos voyages et notre rapport à la culture. Chers pèlerins, voyageons ensemble dans l'histoire des restaurants. Remontons le temps, bien avant que le mot restaurant n'existe. Dans l'Antiquité, des lieux servaient déjà à se restaurer loin de chez soi. À Rome, vous aviez les thermopilia. Imaginez une sorte de fast-food antique. Un comptoir en U, des plats simples, maintenus au chaud dans des grandes jarres encastrées. On y servait du pain, du vin, des plats chauds comme des lentilles ou du poisson frit. Pas de menu, pas de choix à la carte, et surtout pas de table individuelle pour s'attarder. C'était de la nourriture rapide, destinée aux passants, aux voyageurs, aux plus modestes qui n'avaient pas de cuisine chez eux. En Grèce, les kataluma remplissaient une fonction similaire, souvent attachée à des auberges pour les voyageurs. L'objectif était clair, fournir un ravitaillement essentiel loin de l'expérience culinaire que nous recherchons aujourd'hui. Avec le Moyen-Âge, l'Europe voit fleurir les auberges et les tavernes. Des lieux souvent rustiques, bruyants, où l'on partageait une longue table avec des inconnus. On y servait ce qu'on avait, c'est-à-dire un repas fixe, souvent appelé la table d'hôte, à des heures précises. Vous ne pouviez pas choisir votre plat, vous mangiez ce que le tavernier avait préparé ce jour-là. Le repas était indissociable du gîte pour les voyageurs fatigués. Le concept de choisir son plat, de dîner en toute intimité ou de bénéficier d'un service attentif était encore largement étranger. Manger dehors relevait de la nécessité, pas du plaisir ou du choix. Pour l'anecdote, l'expression « qui dort dîne » viendrait du Moyen-Âge où le voyageur qui voulait dormir dans une auberge était contraint également du dîner. Avançons ensemble dans l'histoire. Au XVIIIe siècle, la France et en particulier Paris est au bord d'une révolution. Pas seulement politique, mais culinaire. Jusqu'à là, si vous n'étiez pas invité à une table privée, vous n'aviez que deux options. La taverne bruyante avec son plat unique ou le traiteur, qui ne vendait que des plats entiers, souvent froids, à emporter. Manger bien, à sa guise, était impossible. L'étincelle vient d'une idée surprenante, la santé. La médecine de l'époque valorisait les bouillons concentrés, censés restaurer la santé et l'énergie des faibles. Ces bouillons restaurants étaient considérés comme des élixirs. C'est dans ce contexte que l'innovation va se produire. Nous revoyons des restaurants avec l'appellation bouillon, même s'ils jouent sur l'histoire des restaurants, ce sont des restaurants et non des bouillons, d'un point de vue historique. En 1765, à Paris, un homme du nom de Monsieur Boulanger, un nom ironique, ouvre une échoppe rue des Poulies. Son offre, ces fameux bouillons restauratifs. Mais Boulanger va commettre à l'époque ce qui est un véritable acte de subversion. Il défie les puissantes corporations de traiteurs en élargissant son offre au-delà des bouillons. Il propose des plats à base de mouton en sauce. Les traiteurs portent plainte. Mais Boulanger gagne en justice. Pourquoi ? Parce que son établissement est le premier à offrir 3 éléments absolument révolutionnaires. En premier, il y a le choix. Un menu, même s'il est simple, permet au client de choisir à la carte et non de subir le plat unique du jour. La flexibilité, on peut venir à n'importe quelle heure et non seulement aux heures fixes de l'auberge. Enfin, l'intimité. Il y a des tables individuelles pour dîner seul ou en petit comité, sans être forcé de partager la table avec des étrangers. Boulanger aurait gravé au-dessus de sa porte l'inscription légendaire reprenant le verset biblique « Venez à moi, vous tous qui souffrez de l'estomac, et je vous restaurerai ». C'est potentiellement de là que vient le mot restaurant. Ce premier restaurant n'est pas pour le peuple. C'est une institution pour la haute bourgeoisie et pour l'aristocratie, qui veulent un service plus raffiné et plus discret que le tumulte des auberges. Manger devient une expérience de choix personnel et d'élégance. On ne se nourrit plus par obligation, on se fait restaurer. L'idée était lancée. Cependant, le restaurant restait l'apanage de quelques-uns. Pour que le concept explose et devienne un phénomène de masse, il faudra un bouleversement social majeur. Un événement qui mettrait des centaines de chefs talentueux au chômage du jour au lendemain. En effet, l'invention du restaurant est une chose, sa popularisation en est une autre. Et pour cela, il a fallu la Révolution française. Le 10 août 1792, c'est la fin du régime. Des milliers de nobles fuient le pays ou sont guillotinés. Conséquence directe pour notre histoire, des centaines de chefs cuisiniers, autrefois au service exclusif de l'aristocratie, se retrouvent subitement sans emploi. Ces chefs, qui détenaient les secrets des sauces complexes, des techniques raffinées et des ingrédients coûteux, n'avaient nulle part où aller. Sinon dans les affaires. Ils ouvrent leurs propres établissements dans Paris, s'appuient sur les bases posées par Boulanger. C'est l'offre qui crée la demande. Soudain, la grande cuisine, la haute gastronomie devient accessible à la bourgeoisie montante, aux nouveaux riches et aux hommes politiques de la Révolution. Paris, la ville des traiteurs et des bouillons, devient la capitale mondiale du restaurant. C'est le passage d'un lieu de restauration pour l'estomac à un lieu de gastronomie pour l'âme. Au XIXe siècle, c'est l'âge d'or. Des chefs comme Marie-Antoine Carême codifient la cuisine française, posant les bases des sauces mères et l'organisation de la brigade en cuisine.
le restaurant devient un temple de l'art culinaire. Une autre révolution majeure se produit, le passage du service à la française au service à la russe. Dans le service à la française, tous les plats sont posés sur la table en même temps. Le client se sert, c'est beau, mais la nourriture refroidit. Avec le service à la russe, les plats sont présentés un par le serveur, conservant la chaleur et permettant un rituel plus ordonné et majestueux. Ce nouveau standard élève encore l'expérience du dîner. Puis vient Auguste Escoffier, au tournant du siècle. Surnommé l'empereur des cuisines, il apporte rigueur militaire et hygiène dans les cuisines. Il rationalise le travail en créant le système de brigade, où chaque cuisinier a une fonction précise, le saucier, le rôtisseur, etc. C'est le modèle que l'on trouve dans les grandes cuisines encore aujourd'hui. Le restaurant n'est plus seulement un lieu de nourriture, c'est une institution culturelle et un outil social. Pour le bourgeois, fréquenter les bons restaurants est un signe de réussite. C'est d'ailleurs à cette époque, en 1900, qu'apparaît le guide Michelin. Initialement destiné à encourager les automobilistes, il n'était que quelques centaines en France à l'époque à prendre la route. Il devient le premier instrument de qualification des restaurants, standardisant l'excellence et créant la fameuse étoile. À la fin du 19e siècle, le restaurant est arrivé à la maturité. Il a sa structure, ses codes, ses stars. Il incarne le luxe, l'art et la tradition française. Mais l'arrivée du XXe siècle et surtout l'influence américaine va bientôt tout chambouler, en introduisant un mot que les grands chefs français de l'époque auraient trouvé grotesque. Le fast-food. Après l'opulence et la lenteur du service à la russe, le XXe siècle et en particulier les États-Unis vont imposer un impératif nouveau, la vitesse. Avec l'essor de l'automobile et des déplacements toujours plus longs, le temps est compté. Les gens veulent manger bien, mais surtout vite, et sans quitter la route. C'est là qu'intervient une innovation majeure, le fast-food. L'idée n'est plus une expérience gastronomique, mais d'appliquer les principes d'efficacité industrielle, inspirés du taylorisme et de la chaîne de montage de Ford à la préparation alimentaire. Prenez l'exemple des frères McDonald dans les années 40-50. Leur innovation n'était pas la nourriture d'elle-même, mais le système de service rapide. Ils rationalisent la cuisine à l'extrême. Moins de choix, ustensiles spécialisés et un flux de travail parfaitement chorégraphié. Ils réduisent le coût et le temps de production de la nourriture à un niveau jamais atteint. Le restaurant devient une machine à servir. La véritable révolution du fast-food, c'est le concept de la franchise. Grâce à des hommes comme Ray Kroc, le modèle de McDonald's prouve qu'un restaurant peut être standardisé et reproductible à l'identique. Que vous soyez à Paris, Tokyo ou Pékin, le goût, la taille des proportions et même la propreté sont garantis ou du moins uniformisés. Cette standardisation a une double conséquence pour l'histoire du restaurant. D'un côté, elle démocratise l'accès à la nourriture préparée à bas coût pour des millions de personnes. De l'autre, elle crée une uniformité culturelle qui menace les traditions culinaires locales. Le restaurant, pour la première fois, n'est plus un lieu de culture locale, mais un produit global. Le XXe et XXIe siècle sont aussi ceux de l'immigration massive et du multissage culturel. Loin du modèle américain et du modèle classique français. Les villes occidentales voient une explosion de ce qu'on appelle les restaurants ethniques. Pour les communautés immigrées, le restaurant est plus qu'un commerce. C'est un point de rencontre, un lieu pour affirmer et partager leurs idées. Pour les clients locaux, c'est une fenêtre. Souvent la première sur un pays, une autre culture. Le restaurant devient le principal vecteur de la cuisine du monde. Du bouillon du 18e à la brigade du 19e, jusqu'au burger du 20e, le restaurant a montré une capacité d'adaptation phénoménale. Mais les défis du XXIe siècle, écologiques, ethniques, technologiques, vont le forcer à se réinventer une nouvelle fois. Après l'industrialisation du XXe siècle, le restaurant du nouveau millénaire doit faire face à de nouvelles préoccupations. La première est éthique. Les clients ne demandent plus seulement si c'est bon, mais d'où ça vient. On assiste à un retour puissant du favoritisme local à la cuisine de saison et à la durabilité. Cette quête de transparence se traduit dans la montée du végétarisme, du véganisme et par des chefs qui prennent le flambeau de l'artisanat, s'éloignant de la standardisation pour remettre l'identité du produit au cœur de l'assiette. Parallèlement, la technologie transforme l'expérience. Des algorithmes dictent nos réservations, des applications gèrent nos livraisons, et la crise sanitaire récente a même forcé certains établissements à envisager l'automatisation. Le restaurant physique, le lieu de rencontre, doit désormais rivaliser avec la commodité d'un repas livré à domicile. En regardant cette longue histoire de l'échoppe romaine au restaurant étoilé, on réalise une chose fondamentale. Le restaurant est bien plus qu'un lieu où l'on mange. C'est un miroir de notre société. Il a reflété l'urgence du voyage, la splendeur de l'aristocratie, l'efficacité de l'industrialisation et aujourd'hui nos préoccupations éthiques et technologiques. Il demeure le lieu fondamental de la connexion humaine, de la célébration et de l'affirmation de notre identité culturelle. Une culture aujourd'hui questionnée et en mouvement. Nous voici de retour de notre voyage. Maintenant, c'est à vous de prolonger cette histoire. Quel est le restaurant qui, selon vous, a le plus marqué l'histoire de votre région ou de votre vie ?
Partagez votre histoire dans les commentaires et pour reprendre un nouveau ticket pour le prochain voyage historique, abonnez-vous à la chaîne. Salut les pèlerins. Merci d'avoir regardé. Si cette épopée vous a passionné, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos explorations historiques. Et dites-moi en commentaire quelle nouvelle histoire vous voulez qu'on aborde. Salut les pèlerins. Je veux prendre la route, direction sud-ouest, pour marquer une trêve, pour écrire